Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Alors cet épisode est spécial car il est diffusé pendant la semaine du podcaston du 25 au 31 mars 2024. Le podcaston, qu'est-ce que c'est ? C'est un rassemblement de plusieurs centaines de podcasts. En 2023, lors de la première édition, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses ont mis en ligne un épisode hors série consacré à une association de leur choix. Et quel est l'objectif ? Eh bien, faire la promotion de l'engagement du monde associatif via les podcasts. Et cette année, en 2024, on a près de 400 podcasteurs qui se sont mobilisés pour des causes diverses et variées, comme moi. Alors évidemment, mon podcast a été lancé après cette première édition en 2024, mais sinon je sais que j'aurais déjà donné rendez-vous sur cette première édition. Évidemment, mon choix s'est naturellement porté vers la recherche contre le cancer. On sait malheureusement que chaque jour en France, plus de 400 personnes décèdent d'un cancer. C'est la première cause de décès par maladie chez l'adulte et l'enfant dans notre pays. Et ceux qui sont proches de moi savent que j'ai perdu ma maman il y a exactement quasi pile poil 3 ans à la suite d'un cancer du sein. Alors évidemment, cette thématique me touche particulièrement et je sais que la recherche a fait d'énormes progrès ces dernières années, que des personnes atteintes de cancer ont des espérances de vie qui augmentent chaque année grâce à la recherche, grâce aux études qui sont menées. Mais on a besoin que cette recherche avance plus vite pour soigner davantage de personnes. Peut-être que, évidemment, si le cancer de ma maman avait été déclenché 10 ans après, peut-être qu'elle aurait survécu plus longtemps ou elle aurait bénéficié d'autres traitements, on ne sait pas. Alors du coup, pour cet épisode un peu spécial qui incite les auditeurs et leurs proches à montrer leur générosité envers une association, eh bien mon choix s'est porté vers la Fondation Gustave Roussy, rattachée à l'hôpital Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe et qui fait partie des meilleurs hôpitaux de cancérologie au monde. Et alors j'ai la chance, l'honneur d'avoir à mes côtés, pour vous en parler, le professeur Fabrice Sandré, qui est directeur scientifique de Gustave Roussy, directeur de la recherche. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, est-ce que, dans un premier temps, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pourriez un peu présenter votre parcours et ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui ? Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis le directeur de la recherche, ou directeur scientifique de l'Institut Gustave Roussy. Donc je suis médecin cancérologue et par ailleurs, je suis professeur à l'université de Paris-Saclay. Donc j'ai fait la faculté de médecine pour apprendre mon métier de médecin. J'étais à Grenoble à l'époque. Puis ensuite, c'est un parcours assez classique. J'ai fait donc l'internat en oncologie médicale, donc pour apprendre à pratiquer la cancérologie. Et en même temps que l'internat, donc j'ai fait des études j'ai appris à faire de la recherche, c'est-à-dire que j'ai fait une thèse de sciences en biotechnologie. Et ensuite, je suis allé un petit peu aux États-Unis pour un petit peu me perfectionner, puis pour aller trouver des choses qui étaient nouvelles là-bas, avant de revenir et puis de faire mon laboratoire. Les États-Unis étaient en avance à l'époque versus la France ou pas ? Les États-Unis sont toujours un tout petit peu en avance. Même encore aujourd'hui, c'est ça ? Forcé de constater qu'ils sont quand même toujours un tout petit peu en avance, voilà. Donc, notamment sur les biotechnologies, les technologies. Donc, j'étais allé récupérer des nouvelles technologies là-bas qu'on a ramenées ici, et puis après, qui nous ont permis de faire une bonne décennie de recherche sur ce sujet-là. Et au sein de Gustave Roussy, donc au sein de l'hôpital, quel est votre métier, votre rôle au quotidien ? C'est quoi la journée type ? Alors, moi, j'ai plusieurs métiers. Mais qui en fait sont les mêmes.
Mon premier métier de base, je suis cancérologue, c'est-à-dire que je vois des malades. Donc ça, c'est le cœur du métier. Donc je vois les patients le mercredi. Ensuite, j'ai mon équipe de recherche à moi qui travaille sur les descriptions moléculaires des cancers du sein. Et donc ça c'est à peu près une demi-journée par semaine, puisque maintenant il y a une bonne équipe, des bons chercheurs, donc ils sont relativement autonomes. Ensuite, donc le travail de direction de la recherche de Gustave Roussy, ça me prend une grande partie de la semaine. Ça consiste, on ira, je pense, plus loin ensuite dans la discussion, premièrement, à définir c'est quoi les priorités scientifiques, et deuxièmement, à suivre les programmes, vérifier que ça se passe bien. Et troisièmement, un élément très important pour nous, c'est à structurer et faire grossir ce qu'on appelle les structures, les infrastructures. Voilà. Et ensuite, j'ai également quelques petits rôles par ailleurs, mais qui quand même prennent un petit peu de temps. Donc je suis en fait le président, qu'on appelle président élect d'une société savante. Société savante, c'est des sociétés qui regroupent, en l'occurrence ici, l'ESMO, 35 000 membres. Et donc, il faut faire de l'éducation, mettre en place des cours, des conférences, des recommandations pour tous ses collègues. Et puis après, donner envie aussi à des plus jeunes de rejoindre l'aventure, c'est un peu ça, non? Voilà, alors ça fait partie intégrante Alors, la partie clinique, un petit peu moins, encore qu'on a des jeunes collègues qui sont souvent avec nous, mais effectivement, pour tous les autres activités, c'est-à-dire l'équipe de recherche, la direction de la recherche, la présence de l'ESMO, évidemment, une des missions importantes, c'est d'essayer de générer des vocations. Et une fois qu'elles sont générées, être sûr que les jeunes arrivent à grossir, à faire leurs propres projets et à s'épanouir. Donc ça, vous avez raison. J'ai presque tendance à dire, c'est le nerf de la guerre. Souvent, les gens pensent que c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est pas vrai. Le nerf de la guerre, c'est est-ce qu'on a un terreau de talents, si vous voulez, jeunes qui sont intéressés par faire ce qu'on fait et qui sont prêts à faire bouger. Exactement. Alors justement, quels sont les enjeux aujourd'hui de la recherche contre le cancer? C'est quoi les chiffres clés? Je l'ai cité dans mon intro, 400 décès. Quels sont quelques chiffres clés? Donc je pense que vous l'avez bien dit. Je vais vous paraphraser. Donc il y a 150 000 décès par an en France, environ 400 000 nouveaux cas de cancer. Peut-être voir à l'échelle du monde. À l'échelle du monde, c'est environ 9 millions de décès par an et 16 millions, entre 16 et 20 millions de nouveaux cancers, avec des projections où ça va augmenter. On prévoit que ça augmente environ jusqu'à 30 millions de nouveaux cas de cancer par an. Les enjeux, donc évidemment, dans ce contexte-là, l'enjeu principal, c'est de réduire la mortalité. Je ne dis pas que les autres sont pas prioritaires, mais l'enjeu principal, c'est la réduction de mortalité. Et ça, on verra, je pense, par la suite de la discussion, comment on va y arriver. Et ensuite, le deuxième enjeu, qui est de plus en plus important, puisque vous l'avez dit au début, on guérit de plus en plus du cancer, c'est de dire, quand un patient ou une patiente est guéri, est-ce que l'après-traitement et l'après-cancer permet d'avoir une vie normale, ou est-ce qu'il reste des séquelles? Et après, il y a un autre enjeu qui apparaît de plus en plus, c'est comment on réduit, si vous voulez, l'empreinte et la charge du cancer au niveau de la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Les traitements du cancer sont très très longs, mobilisent énormément de ressources. Souvent, dans l'après-cancer, les patients, malheureusement, ne peuvent plus avoir une vie normale. Donc, quand même, la charge sociétale du cancer est assez importante. Donc, de plus en plus, il y a un enjeu qui est d'essayer de dire, chez les patients et les patientes qui ont un cancer, ce qu'on appelle de bon pronostic, comment vraiment réduire de façon drastique la durée des traitements et globalement tous les traitements qu'on donne aux patients. Après, il y a aussi un enjeu de prévention, c'est-à-dire d'anticiper ou de dépistage. Vous avez complètement raison, mais pour moi, la prévention, c'est un moyen
Ouais, c'est un moyen pour réduire la mortalité, réduire les séquelles. Donc ça rentre dans, c'est une sous-catégorie dans le premier enjeu. Ouais, c'est important parce que, en fait, quand il y a des personnes qui viennent nous voir, des jeunes par exemple, il ne faut pas qu'ils perdent de vue qu'à la fin, votre impact, il est chiffré. Est-ce que vous avez réduit ou pas la mortalité par cancer? C'est très simple, vous voyez. Et en fait, c'est toujours bien de partir de ça, parce que sinon, après, à un moment donné, les gens, ils se mettent dans des programmes scientifiques, des programmes de philanthropie, puis on dit, tiens, est-ce qu'on a un outil qui permet de mieux détecter les cancers? Ok, mais la vraie question, c'est est-ce que vous réduisez la mortalité par cancer? Est-ce que vous réduisez les séquelles par cancer? Est-ce que vous réduisez globalement la charge en termes de ressources liées au cancer? Et ensuite, après, on va rentrer dans les moyens qui permettent d'arriver à ça. Et la prévention est un des moyens qui permet d'aboutir à ces 3 objectifs. Je vois. Quelles sont les avancées en recherche toutes ces dernières années? Alors peut-être versus le XXe siècle, puisque là on est en 2024, il s'est déjà passé 24 années depuis l'an 2000. Mais il y a eu déjà les premières avancées au XXe siècle. Est-ce que là on est sur une courbe exponentielle? Est-ce que ça avance doucement mais sûrement? Je sais que le souhait le plus cher, c'est de se dire à la fin du XXIe siècle, on arrête, on arrive à soigner l'ensemble des cancers. Donc là, on a encore 80 ans. Qu'est-ce qui va se passer voilà, quelles sont les avancées de la recherche? Donc en fait, si on refait un petit peu d'historique, au début, donc les traitements des cancers. Quand je dis au début, je ne sais pas si c'est le début, mais on va dire, allez, il y a 50 ans de ça. Bon, c'était essentiellement des traitements pour les cancers localisés. C'est-à-dire la chirurgie, la radiothérapie pour enlever la tumeur, en quelque sorte. Les traitements médicamenteux étaient des traitements empiriques. Donc on prenait des produits qui étaient sélectionnés pour tuer des cellules qui se multiplient. Parce qu'un cancer, c'est ça au final. Et ça s'appelle la chimiothérapie. C'est un produit chimique qui détruit les cellules qui se multiplient. Plus quelques autres médicaments, mais bon. Ensuite, il y a eu cette date qui, en fait, marque un tournant dans le cancer, qui était ce plan de Nixon. On dit, tiens, on va changer on va guérir le cancer, quoi. Et années 70, c'est là, ce qui est important, c'est qu'en fait, ils ont changé de stratégie sur le cancer. C'est qu'ils sont mis sur une stratégie à long terme où ils se sont dit, tiens, pour combattre le cancer, il faut le comprendre. Il faut comprendre la biologie du cancer. Et donc là, il y a eu, partant de fin des années 70, et qui est d'ailleurs toujours en cours, tout un plan de dire, on comprend les mécanismes moléculaires et cellulaires qui font que le cancer se développe. Et donc ça a été très important parce que c'est ça qui a permis de la découverte de ce qu'on appelle de cibles thérapeutiques. En gros, il y a des chercheurs qui ont compris c'est quoi les mécanismes moléculaires et cellulaires qui font qu'un cancer se développe. Ceci a permis de trouver donc des gènes qui sont mutés et ceux-ci sont devenus des cibles thérapeutiques. Et après, on arrive là aux premières thérapies ciblées qui est à peu près début du 21e siècle avec ce qu'on appelle des thérapies anti-HER2, anti-EGFR. Donc c'est quoi? Ce sont des thérapies qui peuvent être des anticorps ou des médicaments qui bloquent spécifiquement une protéine qui est mutée et dont la mutation crée le cancer. Donc ça a été grand champ thérapeutique où on met des médicaments. Ça permet globalement de réduire ou limiter l'avancée des mauvaises cellules, quoi. Exactement. Comme vous bloquez la protéine qui fait que le cancer se développe, du coup, vous empêchez le cancer de se développer. Mais après, le cancer développe des mécanismes de résistance. C'est vicieux. Et ensuite, après, on va aller un peu plus dans le détail pour comprendre ça, mais faisant suite à toute cette vague de compréhension des mécanismes du cancer, et sont arrivées ce qu'on appelle les immunothérapies, où là, en fait, on s'est mis, cette fois-ci, à bloquer non plus la protéine qui est mutée, mais la protéine qui fait que le cancer empêche le système immunitaire de le détruire. Et donc, c'est les immunothérapies. Il y en a 3 qui ont été développées. Au passage, donc, dans les 3, il y en a une découverte à Kyoto, une découverte à Marseille et une découverte à Villejuif avec Gustave Roussy.
Donc, quand on parlait tout à l'heure des Américains, oui, ils sont en avance, mais pas surtout, puisqu'en l'occurrence, les 3 médicaments principaux d'immunothérapie, enfin les seuls d'ailleurs, ils ont été découverts, 2 en France et 1 au Japon. Voilà. Et ensuite, donc l'immunothérapie. Et maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. Et là, je parle pour la thérapeutique. Le diagnostic, c'est différent. On est dans une nouvelle ère qui est, en fait, on arrive maintenant à faire des biotechnologies. C'est-à-dire qu'en fait, si vous analysez un cancer, vous dites, voilà, il y a telle protéine, telle anomalie. En fait, au lieu de construire un médicament qui bloque l'activité de cette protéine, là maintenant, vous construisez réellement des armes nucléaires, si vous voulez. C'est en fait, vous construisez, grâce aux biotechnologies, des médicaments qui sont des structures chimiques très très importantes, où vous avez un anticorps sur lequel s'accroche de la chimiothérapie ou sur lequel peut s'accrocher de la radiothérapie. L'anticorps peut cibler de multiples protéines en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, dans un seul médicament, maintenant, vous pouvez avoir 4 ou 5 médicaments. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, en fait, ça, c'est aujourd'hui, on est en plein dedans, c'est ce qu'on appelle la biotechnologie thérapeutique. C'est en fait, ce sont des ingénieurs qui, dans leur cerveau, ça bouillonne. Et en fait, tous les jours, ils vous inventent un nouveau médicament parce qu'ils vont mettre un glucose en plus, ils vont rajouter à l'anticorps une nouvelle branche pour bloquer quelque chose de plus. Donc, en fait, eux, ils raisonnent plus en armement, si vous voulez, qu'en biologie. Ils veulent à chaque fois créer l'arme la plus sophistiquée, la plus complexe possible. Donc là, aujourd'hui, on est dans cette ère de la biotechnologie thérapeutique. Voilà. Alors ça, c'est pour la thérapeutique. Pour le diagnostic, je vais être bref. Vous l'avez mentionné un tout petit peu précédemment. L'enjeu, vous l'avez dit, c'est, plutôt le moyen, parce que c'est de réduire le nombre de cancers au stade avancé. Pourquoi les patients meurent du cancer ? Parce que le cancer est détecté au stade avancé. Il faut bien reprendre ce qu'est un cancer. Un cancer, il naît dans un organe et après, il fait ce qu'on appelle des métastases. C'est-à-dire qu'en fait, il va dans de multiples organes. Une fois que les métastases sont là, c'est plus difficile à traiter. C'est ce qui s'est passé avec ma maman. Ça a démarré au cancer du sein. Il y a eu la phase de Covid. Elle n'est pas allée voir son spécialiste sur le premier semestre. Elle est allée le voir l'été. Et du coup, ça s'était généralisé sur plusieurs organes. Donc exactement. Et donc, quand c'est généralisé, c'est plus dur à traiter. Pas tellement parce que les médicaments sont différents, mais c'est parce que le cancer a fait beaucoup plus de cellules. Et comme il y a beaucoup plus de cellules, la probabilité qu'il y en ait une qui soit résistante est plus importante. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc du coup, ce qui est très important pour réduire la mortalité par cancer, c'est de les détecter précocement. Et donc là, il y a toute une nouvelle champ grâce aux biotechnologies diagnostiques qui est de dire créer des tests qui permettent de détecter précocement le cancer. Notamment des tests à partir de prise de sang. Vous faites une prise de sang, vous regardez ce qu'on appelle... en fait, vous regardez si le cancer fait des petites crottes dans le sang. Donc, vous cherchez des acides nucléiques. C'est très élégant. Mais pour les podcasts, c'est vrai qu'avoir quelque chose un peu imagé... Il y a besoin de visualiser. Voilà, le cancer, il fait ces petites crottes dans le sang. Et puis, vous faites de la prise de sang, vous les détectez, soit avec de l'ADN, soit avec des protéines, soit avec plein d'autres choses, mais vous essayez de le détecter grâce à ceci, à la détection, pour arriver à avoir un diagnostic plus précoce et éviter qu'il y ait des métastases. Comme ça, vous les détectez au premier stade, le plus localisé, et donc vous augmentez les chances de le guérir, mais aussi vous réduisez les séquelles. Parce qu'évidemment, au plus un cancer est détecté trop tôt, au moins vous devez donner traitement, et donc au moins il y a de séquelles. Vous voyez ? Oui, donc c'est en même temps la phase traitement en tant que tel, mais effectivement, c'est penser à l'après. C'est pas le tout de se dire j'arrive à passer outre, c'est aussi quelle sera ma vie après. Mais en prioritisant les choses quand même. C'est clair. C'est-à-dire D'où l'importance à chacun aussi d'être attentif sur les phases de dépistage. On le voit bien, les femmes sur le cancer du sein. Là, on est sur le mois de mars, c'est aussi Mars bleu du cancer colorectal. Donc, il y a toute... J'espère que vous n'allez pas me demander si j'ai fait mon test du cancer colorectal.
Non, mais c'est important, je pense, à partir à chaque âge, d'être attentif ou par rapport aux antécédents familiaux, au fait de se dire, alors là, on réalise l'interview au sein de l'hôpital Gustave Roussy. Donc, en attendant, il y a sur les panneaux d'affichage, si vous avez fumé un paquet de cigarettes par jour pendant au moins 30 ans, que vous avez plus de 50 ans, venez, on peut voir des choses sur le cancer du poumon, parce qu'on sait que la plupart des cancers du poumon sont aussi liés à des personnes qui ont fumé longtemps. Pas que, mais ça peut être un facteur aggravant. Donc c'est aussi important à ce niveau-là. Donc là, en fait, il faut bien comprendre la distinction entre deux choses que je pense intéressantes pour vos auditeurs. Le premier, ce qu'on appelle un facteur de risque. C'est-à-dire, voilà, si vous avez beaucoup fumé, si vous avez fumé tout court, si vous avez bu de l'alcool, si vous avez certaines pratiques sexuelles, si vous avez été au soleil, etc., si vous avez des membres dans votre famille, alors le risque de cancer est augmenté par rapport à la population générale. À côté de ça, il y a la prévention, qui est de dire, donc du coup, il faut supprimer les facteurs de risque, donc il ne faut plus fumer, etc. Les vaccins chez les adolescents pour le HPV, limiter l'exposition au soleil, il y a toute une liste de réduction de l'exposition donc au risque de cancer. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui est très différent, qui est la détection précoce du cancer, ce que vous appelez donc ce qu'on appelle le dépistage. Donc le dépistage, c'est de dire, parce que j'ai plus de 50 ans, alors j'ai un risque de cancer du côlon. On me propose un test simple qui permet de savoir si je dois aller faire une coloscopie. Pour le cancer du sein, à partir de 50 ans, comme mon risque a augmenté, alors je fais une mammographie pour détecter les cancers au stade précoce. Vous voyez ? Ou s'il y a des antécédents, je n'ai pas encore 50 ans, mais je fais Alors, voilà, chaque année. Voilà, parce que là, j'ai pris comme facteur de risque l'âge 50 ans, mais s'il y a d'autres facteurs de risque, antécédents familiaux, etc., à ce moment-là, le dépistage, évidemment, il est adapté à ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et on profite d'avoir une audience pour rappeler que s'il y a beaucoup d'antécédents familiaux, ou même s'il y en a un seul, il faut le dire au médecin généraliste, parce que parfois, il peut y avoir une mutation génétique. Et à ce moment-là, le dépistage est complètement différent. Ouais, donc peut-être que parmi les auditeurs, il y en aura quelques-uns qui diront « Ah, mais moi, j'ai eu 3 cas dans la famille, 2 cas ». En parler au médecin généraliste, et ensuite, eux, ils font le lien vers des services de génétique, et parfois, il y a des mutations qui peuvent... C'est ça l'avancée aussi, c'est de se dire, grâce à une prise de sang, en fait, on peut déjà avoir des détections, de dire est-ce qu'on a un profil à risque ou pas. Je sais que souvent on n'a pas envie, ça fait penser à des films que j'ai vus quand j'étais jeune en mode science-fiction, on n'a pas envie de savoir le jour de notre mort, mais en tout cas on peut maintenant savoir de plus en plus si on est à risque sur une pathologie ou une autre. Mais là en l'occurrence c'est l'inverse, c'est si vous allez vous faire détecter, alors vous ne connaîtrez pas le jour de votre mort, puisque vous détecterez précocement le cancer et donc il sera guéri. C'est intéressant comme ça. Eh oui. Non, on a un gros problème en France par rapport au dépistage. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se prend en charge que lorsqu'on est malade. Il y a des cultures, il y a des sociétés qui sont un peu différentes par rapport au dépistage. C'est-à-dire qu'ils abordent la santé. Et la prévention fait partie intégrante de la prise en charge de la santé. En Asie, peut-être davantage. En Asie, dans les pays, même dans les pays anglo-saxons, dans les pays nordiques, il y a une grande culture de la prévention, du dépistage dans les pays nordiques. Et nous, là, il y a vraiment un travail à faire au niveau sociétal. C'est-à-dire la prise en charge de la santé, c'est tous les jours. C'est un capital, la santé. Vous voyez, et c'est pas juste quand on est malade. Donc, effectivement, vous avez raison. Limiter les facteurs de risque et aller faire les mammographies, les tests de dépistage du cancer du côlon, etc. C'est très important. Alors, si on en revient à Gustave Roussy, quel est le rôle de Gustave Roussy ou de la Fondation qui aide la recherche ? Alors, donc Gustave Roussy, c'est ce qu'on appelle un centre anticancéreux. Donc, c'est-à-dire c'est une organisation qui a plusieurs missions. Premièrement, soigner les patients, qui est la mission, on va dire, principale. Deuxièmement, il y a une mission d'enseignement, donc former les médecins, les jeunes
les étudiants, et aussi de plus en plus les patients et les aidants, accompagnants. Et ensuite, donc, c'est un centre qui a une composante recherche. Donc, il y a à Gustave Roussy 1400 employés qui font la recherche, ce qui est l'équivalent d'une d'une compagnie pharmaceutique pour sa division oncologie. Donc, c'est un gros département recherche. 1400 personnes réparties en deux. 700 font de la recherche qu'on appelle clinique, donc ils font des essais cliniques. Et 700 font de la recherche, ce qu'on appelle plutôt fondamentale, quel que soit le domaine. Ça peut être la biologie expérimentale, les mathématiques, les sciences humaines et sociales, la physique, etc. Donc ça, c'est Gustave Roussy. À côté de Gustave Roussy, il y a donc une fondation, Gustave Roussy. Donc cette fondation, effectivement, elle a pour but de faire de la philanthropie. Il faut savoir qu'il y a aussi la philanthropie dans Gustave Roussy. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, mais globalement, la philanthropie Gustave Roussy, dans son ensemble, Fondation et Gustave Roussy, c'est à peu près 40 millions d'euros par an. Et donc ça permet à Gustave Roussy de faire sa recherche sur les différentes composantes qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche clinique et la recherche fondamentale. La recherche clinique incluant évidemment les investissements dans des nouvelles structures de soins. Si vous avez besoin d'une nouvelle caméra de médecine nucléaire pour mettre en place ces nouvelles thérapies qu'on parlait tout à l'heure, ces anticorps avec la radiothérapie, hop, grâce à la philanthropie, vous allez pouvoir récupérer cet équipement coûteux qui va vous permettre de faire de la recherche clinique sur ce sujet. Les robots chirurgicaux, c'est la même chose. Si vous voulez avoir de nouveaux robots pour la chirurgie, pour faire de nouvelles techniques chirurgicales, grâce à la philanthropie, vous pouvez acquérir ceci et donc proposer aux patients ce qu'on appelle des soins innovants dans le cadre de la recherche clinique, c'est-à-dire de l'évaluation de cette innovation thérapeutique. Donc, ce qui fait qu'il y a pas mal de patients chaque année aussi qui bénéficient de ces essais cliniques et ça leur donne une chance de survie supplémentaire ou en tout cas de tester des nouveaux traitements, de voir comment... ils font partie intégrante de cette recherche finalement. Wow, vous avez raison. Donc chaque année, à Gustave Roussy, il y a plus de 5000 patients ou patientes qui rentrent dans une étude clinique. Donc c'est beaucoup. Ouais. Maintenant, après, donc la recherche clinique, il y a plusieurs types de recherche clinique, mais globalement, la grande majorité des études cliniques évaluent, comme vous l'avez dit, si un nouveau traitement, qu'il soit chirurgical, radiothérapie, médicamenteux, peu importe, améliore le devenir du patient. Après, on sait, grâce à certaines études, que le fait de participer à des études cliniques indirectement augmente, améliore la prise en charge. Après, par contre, il n'y a pas d'obligation dans les études cliniques d'améliorer la prise en charge, puisque ça reste quand même des études qui évaluent l'innovation. Donc parfois, l'innovation a permis d'améliorer les choses. Parfois, il s'avère que ce n'est pas le cas. Mais vous avez raison, ça permet aux patients d'accéder à des soins qu'on appelle innovants. Et donc ça, c'est en grande partie grâce à la philanthropie, mais aussi quand même grâce à des financements qu'on a de l'État ou des financements qu'on récupère sur ce qu'on appelle des appels à candidature à l'extérieur de Gustave Roussy. C'est bien le but aussi de cet épisode un peu spécial, c'est aussi de pouvoir inciter les auditeurs à réaliser des dons auprès de Gustave Roussy. Alors, quels sont les obstacles? Est-ce qu'il y a des freins, des difficultés qui sont rencontrées par les équipes de la recherche? Bon, d'abord, il faut dire que nous, on est plutôt privilégiés par rapport évidemment à d'autres métiers, puisque le cancer étant une maladie, on le sait tous, très grave, il y a quand même des moyens associés au cancer. Et puis, grâce à la générosité du public, on peut quand même avoir des financements qui permettent de mettre en place des programmes scientifiques. Donc après, peut-être aussi revoir comment ça fonctionne. On a un tout petit peu discuté, mais donc nous, les enjeux et les grands sujets, c'est quoi? C'est premièrement bâtir des infrastructures modernes. C'est très important. Donc là, on est en train de construire un nouveau bâtiment de recherche
sera un des plus grands en Europe sur la recherche sur le cancer, 33 000 mètres carrés. Ici aussi à Villejuif. Ici, donc juste à côté, derrière le. C'est vrai que toute la zone là est assez hôpital. impressionnante. Hein. Voilà, donc là, il n'est pas encore, il est derrière, 32 000 mètres carrés. Donc ça, ce sera un nouveau bâtiment de recherche qui va répondre à plusieurs besoins, qui est de dire, on veut regrouper tous les chercheurs, toutes les disciplines dans un même bâtiment pour qu'ils soient ensemble, pour favoriser ce qu'on appelle la multidisciplinarité. L'esprit collectif en même temps. Exactement. Et par ailleurs, on sait aussi que pour attirer des nouveaux talents, vous avez besoin qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. C'est logique. Donc du coup, le deuxième élément pilier très important, c'est, on a parlé un tout petit peu précédemment, attirer les meilleurs jeunes sur le site et sur la recherche sur le cancer. Évidemment, d'autres vont dire, attends, nous on le veut pour notre discipline. Bon, mais ça, c'est un enjeu très important. Et après, ces jeunes, ils se forment et après, ils auront leur propre projet. Et puis, c'est ce propre projet qui fait que peut-être il y aura ce qu'on appelle une recherche de rupture, si vous voulez, qui apportera une grande découverte, etc. etc. Donc ça, pour nous, la formation des jeunes et leur mentoring, on appelle ça, les Américains appellent ça mentoring, ça c'est très important, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. C'est quelque chose qui est très très important. Générer des vocations, les entretenir, voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Et ensuite, il y a évidemment la levée d'argent au sens large, puisque évidemment ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, ils ont besoin de financement. Le bâtiment a besoin de financement, évidemment. Et après, il y a tout un ensemble d'autres choses qui sont très importants. Le premier, c'est d'avoir une vision médico-scientifique. En fait, si vous allez à l'étranger, vous dites Gustave Roussy, les gens ne vont pas vous dire « Ah ouais, c'est un centre parmi d'autres ». Ils vont vous dire « Ah oui, c'est un centre avec une identité très précise de ce qui est fait en recherche ». Nous, notre recherche, elle est centrée sur le patient. Et notamment, on utilise beaucoup les échantillons issus des patients pour nos propres projets de recherche. Vous voyez, donc ça, c'est une manière de faire la recherche qui vous crée une sorte d'empreinte, une identité qui peut-être n'existe est différente d'autres centres, par ailleurs excellents, hein, avec lesquels on travaille beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est quoi la vision médico-scientifique du site ? Et on l'a vu, hein, améliorer les survies, réduire les toxicités, réduire les durées et les charges de traitement, avec une vision précise qui veut dire on utilise le patient, les patients pour générer les idées, les valider. Donc le patient est vraiment au cœur de la recherche. Donc ça, c'est un petit peu pour nous les quatre éléments clés. Ensuite, si vous dites finalement, c'est quoi les freins ? C'est quoi les limitations ? Du coup, là, on rentre un peu dans un truc un petit peu négatif, mais bon, si vous me posez la question. Donc, les limitations, si vous voulez, évidemment, on a des financements, mais on en a beaucoup moins que nos, entre guillemets, compétiteurs, qui en réalité sont plus nos collaborateurs. Mais si on prend par exemple les meilleurs centres américains, New York, Boston, Houston, ils ont des niveaux de philanthropie qui sont à plus de 500 millions de dollars. Ouais, donc nous, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petits. Or, la philanthropie, c'est très important, il faut réaliser. La philanthropie, c'est ce qui nous permet, nous, d'avoir une stratégie médico-scientifique. Parce qu'on est libre par rapport à... Oui, c'est ça, de ne pas être freiné. Exactement. Donc ça, ouais, on est 10 fois moins. Et quelque chose, et donc je pense intéressant pour vos auditeurs aussi, en fait, il y a tout un nouveau monde qui est en train de croître en Asie. Donc c'est pareil, en Asie, les moyens qui sont mis sur la recherche en biotechnologie, en santé, sont vraiment très très importants sur certains sites. Singapour, Hong Kong, Séoul. Donc ça c'est des sites qui montent beaucoup. Voilà. Donc nous, il y a quand même une question de moyens qui est importante. La deuxième question, l'enjeu pour nous, évidemment, c'est, on l'a dit tout à l'heure, hein, puisque c'est un élément clé de notre stratégie, c'est les jeunes. C'est-à-dire que on voit quand même que aujourd'hui, il y a une petite crise de vocation sur les sciences au sens large. Et donc là, nous, il faut comprendre que nous, on est en aval de l'école. L'école, c'est ce qui est au centre de tout en réalité. Parce qu'une fois que les gens, ils sont à l'école, ils sont super notes, bonne éducation, bonne culture scientifique. Après, pour nous, c'est facile.
Et donc là, quand même, nous, on est en aval de l'école, et c'est vrai qu'on voit que, et là, je ne parle pas que pour les futurs prix Nobel, je dis pour tout le monde. Je dis, si on a besoin que l'ensemble des employés soient très bons au niveau scientifique, voilà. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Il y a une sorte de petite crise de vocation sur la science. Il faut que tout le monde réalise, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si demain, on n'a plus une génération formée à la science, c'est en fait, tout fait appel à la science, et nous en particulier, mais tout le monde. Donc ça, c'est un élément un petit peu problématique. Voilà. Ensuite, on a d'autres sujets, mais je me permettrai de pas les dire en public. On a quand même aussi pas mal de contraintes réglementaires, on va dire. Ouais. Alors, la réglementation, c'est très bien, parce que c'est toujours fait pour protéger, évidemment, les individus, mais ça a toujours quelques effets un petit peu négatifs, qui consistent à dire que nous, voilà, qui fait que du coup, ça rallonge les procédures. Et pour nous, vous l'avez compris, hein, en fait, c'est une question de temps pour nous. Pour nous, on ne peut pas dire, tiens, il y a un médicament qui peut-être pourrait apporter un bénéfice, on va mettre un peu plus de temps que d'autres avant de pouvoir étudier si ce médicament, effectivement, est efficace. Et alors, maintenant, je dirais la question inverse. Qu'est-ce qui vous rend heureux de venir bosser tous les jours? Oh, bon, d'abord, ouais. Donc, bon, là, je parle pour moi à titre individuel. Bon, d'abord, premièrement, c'est un domaine où tous les jours, j'exagère un peu, mais tous les mois, il y a des améliorations. Donc, c'est un domaine qui évolue très vite et qui est un domaine à fort impact, puisqu'évidemment, dès qu'il y a une amélioration, ça impacte tout de suite. Est-ce qu'il y a plus de patients, vous voyez, qui sont guéris? Donc, en fait, les gens qui travaillent dans ce métier, souvent, c'est des très pragmatiques. Hein. On l'a dit au tout début de l'interview, nous, c'est très simple. Est-ce qu'on augmente les survies par cancer ou pas? C'est très simple. On réfléchit pas trop au-delà de ça. Et c'est vrai que tous les mois, il y a des choses nouvelles, il y a des améliorations. En plus, comme on est sur un campus où il y a énormément de gens qui sont excellents, nous, tous les mois, en plus, on contribue à ça, si vous voulez. Vous voyez, c'est pas juste où on dit « Ah, tiens, on est spectateur d'un truc qui se passe à côté. » Non, c'est vraiment le côté acteur. Voilà, on est dedans, si vous voulez, on est dans le cœur du réacteur. Et on voit tous les mois, là, par exemple, ce mois-ci, il y avait nos collègues endocrinologues qui viennent de rapporter une étude montrant qu'avec un médicament, ils améliorent le contrôle d'une maladie rare. Vous voyez, mais, ouais, donc, et là, c'était il y a 15 jours. Et nous, on a effectivement sur le site constamment des bonnes nouvelles. Voilà, et on contribue constamment aux avancées de la recherche sur cette maladie qui, on l'a dit, en fait, tue énormément de personnes. Donc, en fait, tous les mois... Chaque petite avancée compte, et du coup, il faut savoir aussi fêter chaque réussite. Voilà, mais ce qu'il faut bien que les auditeurs, en fait, perçoivent, et c'est vrai qu'à travers un podcast, parfois, on le perçoit mieux, hein, c'est que nous, on est vraiment au cœur du réacteur. Vous voyez, on est dans le cœur du truc. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une avancée, allez, dans la grande majorité des cas, vous avez Gustave Roussy quelque part. Soit parce qu'on a participé à l'étude clinique, soit parce qu'on l'a nous-mêmes monté, soit parce que c'est des chercheurs d'ici qui ont fait la découverte, etc. Donc, en fait, et ça génère quand même, vous voyez, une émulation. Alors, en plus, c'est vrai que c'est un site particulier, parce que c'est un site, beaucoup de gens ont été formés ensemble, donc c'est un peu une sorte de famille, si vous voulez. Une grande famille. Une grande famille, le grande famille, parce qu'il y a 4000 employés, donc voilà. Mais les gens se connaissent tous. Donc ça, quand même, c'est quelque chose qui est très bien. Et je pense que comme c'est un site où il y a une maladie grave, si vous voulez, les gens sont plutôt sympathiques. Vous allez dans l'ascenseur, on vous dit bonjour. Oh, vous allez dire, mais c'est normal. Non, c'est pas partout. Donc il y a quand même une atmosphère générale qui fait que c'est un endroit particulier quand même. Surtout que c'est pas forcément évident. L'humain est quand même assez touché quand on est face aux patients où il y a des histoires de famille pas faciles. Non, voilà. Bon, après, il y a différentes... Bon, après, on rentre dans une autre question, si vous voulez, qui est comment les médecins arrivent à travailler sur cette question de à la fois pouvoir être empathique, mais en même temps
ne pas rentrer chez eux et ramener tous les problèmes à la famille. Donc là, il y a des techniques pour ça, pour éviter justement de trop se mettre dans les histoires des patients, parce que sinon, les pauvres médecins, ils seraient tous... d'abord, ils ne feraient pas ce métier. Voilà. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est une question qui est importante, mais qui est un petit peu à côté. Mais le fait que, vous avez raison, que l'ensemble du personnel soit dédié son temps à une maladie grave, fait que du coup, il y a une sorte en fait d'atmosphère plutôt humaine à l'intérieur. Voilà, voilà. Alors justement, comment est-ce qu'on peut aider Gustave Roussy? Comment on peut contribuer et donner? Alors, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, donc, on a bien vu que c'était quoi les composantes, si vous voulez, de la recherche et les composantes du succès. Infrastructure, talent, financement, vision médico-scientifique. En gros, c'est les 4 composantes. Donc, évidemment, nous, à travers la philanthropie, c'est très important. On l'a vu précédemment. C'est ce qui nous permet d'avoir une stratégie médico-scientifique. C'est ce qui nous permet de faire des programmes. C'est ce qui nous permet de faire bénéficier aux patients d'innovation thérapeutique, et pas qu'aux patients de Gustave Roussy. On fait des études cliniques où c'est l'ensemble des patients dans différents centres qui bénéficient des avancées. Donc, c'est pas que Gustave Roussy, ça peut être national. Voilà. Donc, c'est sûr que faire un don à la philanthropie, c'est le moyen le plus simple d'aider. Et j'insiste, en fait, chaque don est important. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va donner, même pas beaucoup, du coup, il va être engagé. Il va recevoir des newsletters, il va apprendre, etc. Peut-être si c'est une personne d'un certain âge, peut-être que le petit-fils ou la petite-fille, un jour, hop, sur la table du salon, verra une newsletter, l'ouvrira, ah putain, ça m'intéresse, hop, je vais faire des études de médecine, et peut-être cette personne-là, c'est la future prix Nobel de médecine, vous voyez. Donc en fait, c'est pas... Il y a créé des vocations, il y a voilà, et donc on rentre financier, au deuxième volet financier, vocation. Pour nous, un talent, ça n'a pas de prix, si vous voulez. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'en fait, un talent... ça n'a pas d'équivalent en don. C'est un truc qui... Ronaldo, Messi, ils n'ont pas de prix en réalité. Vous voyez, je veux dire. Donc ça, pour nous, générer et susciter des vocations, c'est très important. Bon, et évidemment, quand les personnes ensuite ont la vocation, il faut qu'ils tapent à la porte de chez nous. Ou d'autres. Mais moi, je suis directeur scientifique de Gustave Roussy, donc je fais un peu la pub ma paroisse. Mais bon, évidemment, ils peuvent taper à la porte d'autres organisations, c'est très bien aussi. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, les personnes disent « oui, l'argent, c'est important », mais il faut bien comprendre que susciter des vocations, c'est très important. Je suis désolé de dire ça, mais quelqu'un qui est excellentissime au baccalauréat, machin, qui est intéressé par la science, entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est un peu du gâchis s'ils font pas un métier qui rend service à l'ensemble de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important à prendre ça en considération. Donc ça, le deuxième moyen, comment on peut aider, c'est ça. C'est de dire, ah tiens, ça m'intéresse, je m'intéresse aux choses, je vais faire un stage, je demande, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une place pour moi, tout ça. Et surtout, tout le monde, vous voyez, les trajectoires de carrière, c'est pas que ceux qui ont pu faire des grandes écoles et tout. Moi là, j'ai une personne qui était technicien. Hop, il a fait des cours du soir. Maintenant, là, il passe sa thèse la semaine prochaine. Il va monter sa start-up dans les semaines qui arrivent. Ouais, donc c'est... Donc il y a plein de reconversions aussi possibles. Ah bien sûr. Quand on dit talent, en fait, c'est tout le monde. Ouais, je veux dire. C'est pas... Oui, parce que souvent, on pense première année de médecine et non. On sait que c'est compliqué et difficile. Il peut y avoir aussi d'autres phases à côté. Voilà, ça, c'est la beauté du monde dans lequel on vit. C'est qu'en réalité, parfois, les premières années de votre vie, peut-être que vous n'avez pas... eu les A+ à l'école, mais quand même, en réalité, si vous êtes motivé, aujourd'hui, on peut quand même, vous voyez, si vous avez la vocation, en fait, vous pouvez très bien avoir une carrière, faire des grandes découvertes, même si, au tout début, vous préfériez faire autre chose qu'aller à l'école. Ça, nous, on en a beaucoup. Voilà. Ça, c'est très important. Les vocations, pour nous, c'est très, très important. Ça, c'est sûr. Voilà. Et après... en fait, nous, ce qui nous aide beaucoup, en fait, c'est aussi les patients nous aident beaucoup via ce qu'on appelle le advocacy.
mais aussi globalement, vous voyez, toute la société nous aide beaucoup. C'est-à-dire quand les citoyens disent « Ah ben nous, la recherche c'est important, la science c'est important », et font porter cette voix, c'est très important. Parce qu'ensuite, on disait que nous, en fait, la recherche, les soins se fait dans un cadre, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, au plus ce cadre est rigide, complexe, au moins on peut faire de la recherche. Et il faut bien comprendre, c'est si demain vous dites à un jeune chercheur qui a la vocation, finalement ton boulot c'est 80% de l'administration, ils ne vont pas rester. Hein. Donc en fait, que quand même les citoyens portent la voix et les patients de dire attendez, les gens qui font de la recherche, les gens qui font du soin, il faut qu'ils puissent se consacrer à leur travail, il faut que leur vie soit facilitée pour qu'ils soient au cœur de leur métier. Ça, c'est un message qui est important à porter. Donc, ce que je veux dire, c'est que en fait, tout le monde peut nous aider. C'est ça, tout le monde peut faire bouger les lignes. Voilà, de plein de manières différentes. Les dons, évidemment, c'est très important. Les vocations, les jeunes, et aussi porter la voix de dire, attendez, les grosses institutions, ou les petites d'ailleurs, peu importe, mais les institutions de recherche, les institutions de soins, il faut qu'elles puissent être aidées dans le sens où il faut vraiment qu'il y ait des simplifications administratives, que ces gens-là puissent se concentrer sur ce qu'ils veulent. Ça, c'est des messages très importants de la part des citoyens. Ça nous aide énormément. Hein. Ouais, les 3 volets. Alors, je vais revenir sur la partie volet financier parce que justement, avec le podcaston, en fait, sur le site web du podcaston, il y a une page qui est dédiée à mon podcast Marqueur sur lequel on peut faire le don directement et du coup, ce qui nous permet de voir ensuite les sommes qui ont été récoltées. Donc, c'est un don financier qui va être, lui, déductible. Hein. Ça peut être aussi un don sous la forme d'une publicité solidaire. Par exemple, lorsque la pub est visionnée, on peut aussi dire que le don est généré pour financer les missions. Ça peut être également organiser des événements de collecte au sein de vos entreprises et de pouvoir mettre en place un challenge sportif. On sait qu'il y a plein de courses solidaires ou des galas caritatifs, donc ça peut être l'occasion de mettre en place des choses. Il y a d'autres entreprises qui mettent aussi en place des arrondis sur salaire. Ou des arrondis solidaires qu'on connaît tous en caisse ou quand on passe nos commandes en ligne. Donc ça peut être l'occasion de le faire au profit de la Fondation Gustave Roussy, ou ça peut être aussi le fait de reverser une partie de ses ventes, un pourcentage de son chiffre d'affaires. Et j'ai d'ailleurs une amie qui a une agence de com qui s'appelle Perfecto Group, qui met justement en place ce système de pourcentage sur son chiffre d'affaires avec ses clients au bénéfice d'une association qui s'appelle Le Rose et le Noir, en lien avec le rose du cancer du sein et le noir des thrillers, des polars, et justement avec un système d'association, la solidarité perruque. Donc ça, c'est pour aider les femmes qui sont passées et qui sont guéries à donner leur perruque à d'autres femmes qui, elles, n'auraient pas les moyens de s'en acheter une comme on sait. Donc ça, c'est aussi un cas que j'ai évoqué il y a pas longtemps. C'est pour ça que du coup, je le cite avec mon amie. Et par nostalgie, je pense, j'ai gardé la perruque de ma maman. Donc il va falloir que je passe le pas de la donner et qu'elle puisse resservir à une autre femme. Donc oui, il y a plein de choses sur lesquelles les auditeurs, que ce soit à titre personnel ou au sein de leur entreprise, peuvent mettre en place pour aider Gustave Roussy dans les actions quotidiennes que l'on a pu voir. Est-ce que vous pensez à d'autres choses avant que j'arrive à 3 petites questions classiques que je pose à mes invités, même si c'est un numéro un peu spécial aujourd'hui. Non, moi je peux parler, j'ai la parlotte, donc je peux parler 10 heures si vous voulez, donc à un moment donné. En tout cas, je préfère que vous consacriez votre temps à superviser des actions de recherche, à imaginer, à échanger avec vos patients, même si j'adorerais échanger pendant des heures. Alors, mon podcast se nomme Marqueur, qui aborde le marketing durable. Marqueur de la bonne santé des entreprises, et aussi parce que quand on fait du marketing avec le cœur, eh bien pour moi on embarque plus loin les équipes. Alors c'est marrant parce qu'à plusieurs reprises vous avez évoqué le mot cœur dans
votre discours, notamment en disant que le patient est au cœur de la recherche. Alors c'est le seul petit moment où je vais rattraper avec mon côté marketing, où effectivement le client pour nous, quand on fait du marketing durable ou marketing responsable, c'est le client qui est au cœur de nos réflexions et non pas notre produit. Et puis aussi de se dire, nous on est au cœur du réacteur. Donc ça c'est l'écho, mais peut-être que ça vous inspire autre chose, cette notion de non-marqueur. En fait, marqueur, mais là, vous me relancez sur les questions scientifiques, donc je risque de repartir sur une demi-heure. Mais en fait, pour nous, les marqueurs, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Un marqueur, vous dites, ce patient a ce marqueur de sensibilité à ce médicament, cet autre patient a ce marqueur de sensibilité à un autre médicament. Et donc, les marqueurs, nous, c'est vraiment... on me disait tout à l'heure, c'est quoi l'identité de Gustave Roussy en recherche? Pour nous, les marqueurs, ça, c'est vraiment la recherche Gustave Roussy. C'est on cherche des marqueurs. Qu'est-ce qui fait que des patients sont différents les uns des autres pour donner le meilleur traitement possible à chacun? Donc, moi, quand vous dites le mot marqueur, en fait, c'est ça que ça m'évoque en premier. Vous l'écrivez M-A-R-Q-E-U-R, alors que moi, c'est M-A-R-K-O-E-U-R. Voilà. Ouais. Mais comme c'est un podcast, on peut se permettre. Exactement, c'est pour ça. Mais c'était aussi un jeu de mots. Comme j'ai été longtemps dans l'industrie pharma, il y avait forcément cette notion-là de marqueur. J'ai aussi été dans un cabinet d'études et j'ai eu la chance de questionner dans une étude qualitative des oncologues qui étaient en lien avec la recherche, un traitement qu'il fallait tester en discours d'argumentaire des délégués médicaux sur le cancer du poumon à petites cellules. Donc c'était hyper pointu. Et effectivement, voilà. C'est pour ça que le mot marqueur me fait écho aussi. Est-ce que vous auriez un éco-geste à partager que vous utilisez, que vous faites au quotidien ou que vous avez envie de partager, d'insuffler aussi à vos enfants? Alors en fait, comme on dit tout à l'heure, moi, c'est plutôt mes enfants qui m'insufflent des éco-gestes. Maintenant, c'est l'inverse. C'est en fait... faut plus prendre de bain, ça c'est évident, mais j'en prenais pas, donc ça tombe bien. Non, mais au quotidien, par exemple, moi, je vais tous les jours en vélo au travail. Donc c'est quand même quelque chose qui... En fait, ce que je m'aperçois de plus en plus, c'est que en fait, l'éco-geste, il n'est pas contraignant. En fait, il est même incitatif. Aller au travail en vélo, alors évidemment, il faut avoir le luxe d'habiter pas très loin de son lieu de travail. Mais en fait, tout d'un coup, ça ouvre plein de perspectives. Ça fait faire un petit peu de sport, ça fait écouter des podcasts, même si je sais qu'on ne devrait pas en vélo, c'est dangereux, etc., etc. Ça fait être un petit peu dehors. Donc en fait, moi, ce que je découvre avec ces éco-gestes, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas du tout contraignants. Ça nous fait redécouvrir qu'en réalité, les choses simples, ça permet aussi de s'épanouir. Mais pour revenir à votre question, c'est plus mes enfants qui m'enseignent des éco-gestes que l'inverse. Alors, ils donnent quoi comme exemple? Là, celui-là ou d'autres ou... Celui-là, faut trier, attention, pas consommer trop d'eau, tout, à peu près. Comment on voyage... Donc si, c'est beaucoup de... c'est tous les gestes que tout le monde connaît, on fait rien d'original. Oui, mais sauf que si tout le monde les applique petit à petit, eh bien on est plus attentif à la planète. Exactement. Mais là encore, je pense dans comment on explique ceci, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire penser que c'est contraignant. Je pense qu'au contraire, c'est épanouissant en fait. Parce qu'on fait des choses que finalement, en fait, on s'aperçoit qu'on n'avait pas l'habitude de faire, alors qu'en réalité... les fruits, les légumes, les produits à manger, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas les prendre à la ferme à côté. Ouais. Donc, en fait, c'est... bon. Là encore... Et puis ça aussi, là, c'est un point positif pour la santé. Là, pour le coup, c'est carrément très, très positif. Après, attention, évidemment, beaucoup de tous ces gestes, malheureusement, aujourd'hui, ils ont un coût qui est plus important que on va dire, ce qu'on faisait dans le passé. Donc là, il y a quand même une question aussi de faisabilité. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gestes simples, économes, qui nous permettent, par exemple, la température dans la maison, par exemple. C'est des choses simples. Vous baissez 2 degrés la température, en fait, on vit pareil, quoi. Mais, Donc, c'est ça. Avec un pull en plus. Exactement, avec un pull en plus, Mais on vit bien, quoi. Ouais.
Ça marche. Et alors, à tout hasard, est-ce que vous pensez à un invité que je pourrais convier à un futur épisode de Marqueur ? Bon, moi, j'ai mon podcast. Enfin, j'écoute un seul podcast, comme je vous disais, c'est l'Afterfoot de RMC. Donc, peut-être inviter de ces personnes-là à votre podcast, de ces animateurs qui, à travers le foot, en fait, enseignent plein de choses importantes sur la vie, la gestion des organisations, le management, comment on met en place des stratégies efficaces, avec beaucoup d'analogies avec ce que nous, on fait ici en réalité. Ok, à tester, à voir. Bon, en tout cas, en résumé, donc si vous voulez, à titre personnel ou via votre entreprise, contribuer à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant du 21e siècle, un énorme challenge, un enjeu, allez sur le site web de Podcaston, recherchez mon podcast Marqueur, soyez généreux en dons. Vous vous associerez ainsi à ce fabuleux centre de lutte contre le cancer et ici, du coup, de Villejuif, Gustave Roussy, et vous permettrez de contribuer à l'émergence de projets médico-scientifiques à un impact fort et rapide pour les patients. Donc, merci beaucoup, Fabrice André. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. J'ai appris plein de choses sur le côté scientifique, très pointu. Donc, je compte sur vous, chers auditeurs, pour être généreux sur cette semaine du Podcaston. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.